Bonjour, chers téléspectateurs, chers Lavallois et chères Lavalloises. Mon nom est Carla Benjivengo et je vous souhaite la bienvenue à votre émission en direct du bureau du maire. On est présentement dans son bureau. Monsieur Stéphane Boyer, maire de Laval, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? En pleine forme. Ça va bien? Oui. On débute l'émission aujourd'hui avec un sujet qui nous touche tous et toutes, la sécurité des Lavallois et des Lavalloises. Donc, en ce qui concerne la lutte contre les phénomènes liés aux violences armées sur le territoire lavallois, il y a un projet qui s'est déployé, qui est le projet Paradoxe 2022. En quoi consiste ce projet exactement? Oui. Bien, on a beaucoup parlé de la sécurité publique depuis un an à Laval. On travaillait déjà depuis un certain temps à faire certaines réformes au niveau du service de police. Il y a, entre autres, un nouveau poste de gendarmerie en construction sur le boulevard Curie-Labelle dans Chamédé. Il y a des nouvelles équipes qui ont été créées, une nouvelle structure. Et l'année dernière, il y a un an environ, je me rappelle, il y avait eu toute une série d'incidents d'armes à feu sur le territoire. Donc, 3-4 jours de suite, là, il y avait eu des incidents où il y avait des maisons qui s'étaient faites tirer. Moi, à ce moment-là, j'ai tout de suite demandé à la Ville de mettre sur pied un plan d'action pour pouvoir mieux contrer les incidents avec des armes à feu. Ça avait généré, en fait, un investissement de la Ville de 1,2 million de dollars par année supplémentaire, ce qui nous a permis d'augmenter le nombre d'enquêteurs liés au crime organisé et à la lutte aux armes à feu. Par la suite, il y avait eu Centaure à l'automne 2021 par le gouvernement du Québec. Et depuis ce temps-là, on a fait beaucoup de choses pour essayer d'enrayer le crime organisé et la présence d'armes à feu. Donc, nos équipes sont plus solides, plus d'enquêteurs, plus de personnes qui font de l'infiltration. On a aussi demandé à nos policiers d'être beaucoup plus présents dans les communautés culturelles, dans les écoles, et de pouvoir aussi agir en prévention, donc en soutenant nos organismes communautaires. Donc, tout ça a fait en sorte que depuis un an, on a vu un beau redressement de la situation. L'équipe Paradoxe, entre autres, là, qui s'occupe de ce qui touche le crime organisé. On a vu une réduction de 52 % des incidents qui impliquent des armes à feu sur notre territoire. 70 % moins de coups de feu qui ont été tirés. Donc, évidemment, il ne faut rien prendre pour acquis. On va continuer à travailler fort. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Non. Mais on voit que les investissements faits l'année dernière commencent à porter fruit aujourd'hui. Et il semble y avoir une amélioration de la situation. Évidemment, on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres incidents dans les prochains mois, puis on ne souhaite pas. Mais tout ce qu'on peut faire pour tenter de corriger la situation, on va le faire. Puis au niveau du sentiment, là, parce que c'est important comme citoyen d'une ville de se sentir en sécurité, avez-vous eu une réponse positive des citoyens là, en ce qui concerne leur sentiment de sécurité au sein de leur ville? Oui. Bien, c'est certain que, bon, quand il y a des incidents, c'est très médiatisé, donc ça contribue un peu au sentiment d'insécurité. Nous, on souhaite démontrer que, premièrement, statistiquement, on voit que Laval est une ville très sécuritaire là, quand on se compare aux autres villes d'Amérique du Nord. Mais on souhaite souligner justement les bons coups puis souligner les progrès positifs qui ont été faits dans les derniers mois pour rassurer les gens, parce que c'est important. Laval, on est une ville familiale, on veut être une ville où il fait bon élever des enfants, où on se sent en sécurité dans nos quartiers. Donc, on doit aussi démontrer ce qu'on fait pour y arriver et souligner les bons coups, en espérant justement qu'on ait un peu moins ce sentiment-là que certaines personnes ont pu ressentir dans la dernière année. Parce que comme dans tout dans la vie, souvent, on va se rappeler de la mauvaise chose au lieu de la bonne, puis c'est celle-là qui va primer par-dessus les autres, alors qu'en fait, il faut voir aussi que au travers de ça, il y a des bons coups. Notamment, là, il y a eu l'annonce du gouvernement fédéral concernant le gel national pour la vente, l'achat et le transfert d'armes de poing. Est-ce qu'on peut espérer que, encore là, les phénomènes liés aux violences armées vont diminuer, voire cesser au cours des prochains mois? Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact? C'est une action qui est positive. Je ne crois pas que ça va tout régler, parce que ce qu'on voit, entre autres, ce que mon service de police me dit, c'est que une majorité d'armes à feu retrouvées sur les lieux du crime, c'est des armes qui sont passées illégalement par la frontière américaine. Aux États-Unis, il y a plus d'armes que de citoyens. Donc, il y a vraiment un déluge d'armes à feu aux États-Unis, puis ce déluge-là fait des vagues, déborde du côté canadien.
Donc, c'est certain que de mieux contrôler la vente d'armes légales en magasin au Canada, c'est pas mauvais. C'est certainement positif à cet égard-là. Ça va réduire le nombre d'armes en circulation, mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ça règle tout. Donc, je vous dirais, est-ce une bonne chose? Oui, mais est-ce la seule action qu'on doit mettre en œuvre? Définitivement pas. Il y a beaucoup d'autres enjeux à adresser. Entre autres, là, ce qu'on voit, c'est l'impression d'armes en plastique avec des imprimantes 3D. Donc pour avoir une stratégie gagnante, il faudra être quand même assez audacieux. Puis on va faire une panoplie d'actions, autant en prévention sur le terrain, éviter que nos jeunes se rendent vers les gangs de rue. Mais après ça, il faut que notre police soit bien équipée, il faut que nos lois soient à jour, il faut que nos lois suivent l'évolution de la technologie aussi. Donc ça, c'est certain qu'une collaboration de tous les services, de tous les départements du gouvernement est important pour qu'on puisse arrêter là, la présence d'armes à feu. Parce que ce qui se passe en ce moment, aux États-Unis, moi, de ce que je vois, c'est vraiment, tu as une arme, alors moi aussi, j'en veux une pour me protéger. Puis là, tout ça, ça fait un peu boule de neige, puis ça fait juste que tout le monde a puis des armes au final. Mais non, parce que ce serait un peu inutile, ça revient au même. OK. Donc, passons à un sujet un petit peu plus léger, léger, positif, disons. La Ville de Laval a récemment annoncé une bonification du soutien financier attribué aux OBNL, aux organismes à but non lucratif. De quelle façon cette aide soutiendra-t-elle les 29 OBNL qui ont été retenus? C'est des OBNL qui œuvrent dans le domaine culturel. Oui. On a beaucoup parlé de la pandémie depuis 2 ans. On est peut-être un petit peu tanné d'en entendre parler. Ça reste qu'on vit encore les répercussions de la pandémie. Dans le milieu culturel, plus particulièrement, on sait que les salles de spectacle ont été fermées. C'est difficile de faire des rassemblements. Donc, beaucoup d'artistes puis beaucoup d'organismes qui organisent les événements culturels ont eu de la difficulté. Ils ont eu des grandes pertes de revenus. Il y a aussi des difficultés avec la main-d'œuvre. Alors, partout où on parle de la difficulté de recruter de la main-d'œuvre, toutes les entreprises, toutes les industries ont de la difficulté à recruter des employés, ce qui fait que les salaires augmentent. Il y a eu beaucoup de départs à la retraite, il y a eu moins d'immigration depuis le début de la pandémie. Donc, tout ça mis ensemble, c'est un peu une tempête parfaite qui bouscule les entreprises, mais qui bouscule aussi les organismes, dont les organismes du milieu culturel. Au printemps, j'avais rencontré, entre autres, là, des représentants du secteur qui m'ont dit justement qu'il y avait une crise en ce moment, que c'était difficile puis qu'il y avait besoin d'aide. Donc, on a octroyé, on a débloqué un budget d'environ 500 000 $, un demi-million supplémentaire pour essayer de bonifier l'aide financière que la Ville donne aux organismes culturels pour les aider à faire la relance. Donc là, les salles de spectacle, depuis quelques mois, sont réouvertes. La programmation recommence, les artistes aussi, mais ça reste que les organismes sont fragiles. Et avec cette aide-là, on veut venir les solidifier, les aider là, à recruter la main-d'œuvre qu'ils ont besoin pour pouvoir reprendre leurs activités. Puis comptez-vous appuyer d'autres organismes à but non lucratif d'ici la fin de votre mandat? Oui, bien c'est certain. D'ailleurs, tout ce qui est développement social, pour moi, est très important. Il y a des organismes qui viennent en aide aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, à leur famille, violences conjugales, suicides, les banques alimentaires. On parle d'une récession potentielle à venir dans la prochaine année. Donc, les organismes qui œuvrent en développement social, pour moi, jouent un rôle extrêmement important. Souvent, ils vont très loin avec très peu de moyens. Donc, pour moi, c'est important que la Ville on soit capable de mieux les soutenir. On s'est engagé d'ailleurs à les soutenir davantage. C'est un travail de partenariat, de collaboration avec le gouvernement du Québec, qui lui aussi, via l'Agence de la santé, via le ministère de la Santé plutôt, vient en aide à ces organismes-là. Donc, on veut voir comment est-ce que la Ville on pourrait jouer un meilleur rôle. Parce qu'après tout, mieux vaut intervenir au tout début avant qu'une situation devienne un drame. Et donc, les organismes doivent être outillés pour pouvoir faire leur travail. Vaut mieux prévenir que guérir, là, absolument, comme on dit. Oui. Donc, au niveau de la relance économique à Laval, pour aller dans le même air d'aller, il y a eu lieu la grande rencontre Impact qui a réuni plus de 300 personnes à Laval pour essayer de trouver des solutions aux problèmes de main-d'œuvre. Parlez-nous un peu de cette rencontre. Quels ont été les enjeux qui ont été discutés? Bien, justement, on parlait de problèmes de main-d'œuvre, pénurie. Oui. Toutes les entreprises dans tous les milieux le vivent. Moi, sur le terrain, là, autant les entreprises industrielles que les commerces, que les hôtels, que les restaurants, tout le monde dit avoir de la difficulté.
Ça risque de rester comme ça pendant un certain temps. Donc, il faudra être créatif. Comment est-ce qu'on peut faire plus avec un peu moins d'employés? Comment être plus efficace, plus efficient? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où il y a des gens qui pourraient venir contribuer davantage? Donc, comme on entendait beaucoup parler de cette question-là, on s'est dit, tiens, on va organiser un sommet, une rencontre. La Ville, on a mandaté différents chercheurs pour faire des études, essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, puis de trouver des solutions. Donc, on voit qu'à Laval, l'emploi a fortement augmenté, le chômage a diminué, mais il y a des solutions, entre autres, au niveau des gens à la retraite. Donc, il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont à la retraite qui seraient quand même intéressées à continuer à travailler, peut-être pas 40 heures par semaine, mais peut-être 20 heures par semaine sur des horaires plus flexibles. Mais pour ça, il faut mettre en place des programmes adaptés. Il faudra peut-être revoir la fiscalité aussi parce qu'il faut que ce soit financièrement intéressant pour quelqu'un qui est à la retraite, qui souhaite utiliser son fonds de pension, de continuer à travailler quelques heures. Donc, il y a ça d'une part. Puis, aussi, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut mieux aider les entreprises au niveau de l'automatisation. Donc, il y a des tâches, des fois, qui étaient faites par des individus, que là, en contexte de plein emploi où on manque de main-d'œuvre, bien là, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un logiciel, une machine ou une façon autre de faire les tâches peut-être plus plates, plus répétitives? Ça peut pas être dangereux, ça, à long terme, de remplacer les humains par des robots? Bien, je pense que l'idée, c'est pas de remplacer les humains par les robots, mais on a moins de main-d'œuvre, on a moins de personnes qui travaillent. Ouais. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de garder les gens là où c'est stratégique, là où c'est intéressant de travailler. Donc, vous voyez, moi, mon père avait 2 usines. Quand j'ai passé mon adolescence à travailler dans le plancher d'usine, des fois, il y a des tâches extrêmement routinières que personne ne veut faire. Okay. Donc, si on peut trouver une machine ou un logiciel pour automatiser ces tâches-là, puis garder les employés, les personnes, les individus sur des tâches qui sont plus intéressantes, qui font appel à leur intelligence, à leur créativité, où c'est nécessaire, justement, d'avoir une certaine flexibilité, bien, je pense qu'on va avoir des travailleurs qui sont plus heureux, puis on va avoir des entreprises qui vont être plus efficaces, plus performantes, puis qui va permettre au Québec aussi de rayonner, d'exporter davantage. Nos entreprises sont plus efficaces par rapport aux entreprises américaines, ontariennes. Bien, ils vont vendre plus, puis on va avoir une économie plus prospère, puis on va pouvoir garder les gens dans des endroits où c'est intéressant. Parce que c'est intéressant, là, les salaires qui augmentent et tout ça, mais il n'y a pas juste l'argent qui va attirer des gens à travailler pour une entreprise. Il y a aussi la qualité d'emploi. Oui, puis la valorisation aussi des gens, de se faire valoriser au sein de son travail. Bien oui, c'est important. Moi, les entreprises me parlent beaucoup des jeunes générations qui ne regardent pas juste le salaire. Autrefois, on essaie d'attirer un employé en donnant le plus gros salaire possible et des avantages sociaux. Et voilà. Y a-t-il un fonds de pension? Ouais. Souvent, de nos jours, les milléniaux, le fonds de pension, c'est pas tant ça qui les intéresse, là. Le salaire, c'est important, mais avant tout, ils veulent savoir c'est quoi la mission de ton entreprise? C'est quoi ta cause que tu défends? Moi, je veux contribuer positivement au monde. Est-ce que l'emploi que tu m'offres me permet de m'épanouir, permet de créer des liens, permet de contribuer à une cause plus grande que moi? C'est beaucoup ce qu'on entend des entreprises puis des jeunes sur le marché du travail. Donc, cette réalité-là, bien, les entreprises doivent s'adapter parce que l'emploi, c'est ça, c'est plus juste un salaire. Non. De plus en plus, les gens veulent contribuer à une cause, ils veulent être dans un milieu de travail qui est intéressant, où est-ce que les gens peuvent avoir du plaisir en même temps, où l'horaire de travail peut être flexible. Les familles aussi avec des jeunes enfants, pour eux, c'est un avantage de ne pas faire du 9 à 5, de pouvoir des fois travailler de la maison, partir un peu plus tôt, arriver un peu plus tard pour déposer les enfants à la garderie. Donc ça, c'est une nouvelle réalité à laquelle on doit s'adapter. Pensez-vous qu'on est en train de... En fait, la pandémie a frappé plusieurs secteurs. On parle justement du manque de main-d'œuvre et tout ça. Notamment, il y a eu le secteur de la culture et de l'industrie de la restauration qui a été beaucoup touché. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de retrouver une certaine force économique là, suite à la fin de cette pandémie? Oui. Laval, vous voyez, l'année dernière, le taux de croissance du PIB a été de plus de 13 %. C'est la croissance économique la plus forte au Québec. Et présentement, Desjardins économiques, là, leurs études disent que cette année, l'année prochaine, Laval devrait faire environ 9 % de croissance du PIB, qui est encore une fois parmi les plus hauts taux au Québec. Je pense que l'économie a repris au Québec, dont à Laval, particulièrement à Laval, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers.
il y a beaucoup d'enjeux. Là, on voit l'inflation augmente rapidement à des taux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, que notre génération a même, j'ai envie de dire, jamais vu. Et ça, tout ça pourrait entraîner une récession. Certains chercheurs disent que ça sera peut-être une récession comme on n'a jamais vu dans le passé, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une récession sans chômage, parce que comme le nombre d'emplois ou de postes, en fait plutôt d'employés, diminue, c'est une récession qui pourrait être différente de ce qu'on a vu dans le passé. Donc les gouvernements devront s'adapter, mais pour l'instant, ça va bien. Ça va bien. Qu'est-ce que ça pourrait faire, une récession sans chômage? Bien, écoutez, je ne suis pas un spécialiste. Je suis pas un spécialiste, les grosses questions. Mais le point, je pense, c'est que les gouvernements ont vécu des crises dans le passé, ont développé des stratégies pour y faire face. Mais là, si la situation est différente, il faudra être capable d'adapter aussi nos programmes, nos règlements, les façons d'y faire face. Donc, c'est sûr que nous, on regarde de manière assidue qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau économique, parce qu'on veut que Laval soit prêt. On a tiré notre épingle du jeu durant la pandémie. On veut continuer d'avoir une économie qui est vibrante, qui va bien, parce qu'après tout, de cela dépend tout le reste de la société et des services qu'on offre. Si les gens n'ont plus d'emploi, bien, il y a beaucoup de choses qui deviennent plus difficiles. Donc, on veut maintenir une vitalité économique sur notre territoire. Une des stratégies qu'on adopte, c'est d'avoir une économie qui est diversifiée. On ne veut pas reposer sur une seule industrie, parce que quand l'industrie plante, bien, l'économie d'une ville peut en pâtir. Donc, on a déjà une économie diversifiée. On va continuer à miser là-dessus. Puis, on veut saisir les opportunités. On a annoncé là, au mois d'août, justement, l'avenue de Moderna à Laval. Il y a un an, quand le gouvernement fédéral annonçait que Moderna viendrait s'implanter au Canada, moi, j'ai tout de suite dit à mes collègues, « Hey, il faut se positionner. » J'ai contacté avec le cabinet du ministre Fitzgibbon, du ministre Champagne, du premier ministre M. Trudeau pour lever la main, pour dire, nous, à Laval, on veut Moderna, on veut les accueillir. On a une industrie de la santé qui est forte et on veut cette opportunité-là. Il y a plein de villes au Canada qui se sont positionnées. Puis au début, je vous dirais, il y avait des sceptiques. Il y a beaucoup de gens qui diraient, bien là, Montréal ou Toronto ou Vancouver vont l'avoir avant Laval. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est ça. Pourquoi pas Laval? Il faut oser dans la vie. Donc, moi, j'ai dit non, let's go, on y va. Et là, un an plus tard, bien, on a eu cette belle annonce-là. Wow. Ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Mais on veut être agile, puis on veut prendre les opportunités qui passent. Qui n'ose rien n'a rien. Puis dans la vie, si tu vois pas grand, bien, il n'y a pas rien qui va avancer. Donc, non, mais félicitations pour ça. Il faut oser. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises du territoire lavallois, il y a un soutien financier qui leur est apporté. Est-ce que vous considérez qu'il y a des secteurs économiques qui continuent d'être affectés par la pandémie, là, malgré le... Oui. C'est certain, tous les secteurs sont encore affectés d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'augmentation des prix de leurs fournisseurs, l'inflation, pénurie de main-d'œuvre. Il y a des industries qui ont pleinement reprise, même qui ont le vent dans les voiles, comme les sciences de la vie. Il y en a d'autres que c'est encore difficile. Par exemple, au niveau hôtelier, bon, ça l'a repris en bonne partie, mais c'est pas comme avant la pandémie. Donc, il y a le transport en commun. En ce moment, on est à peu près à 75 d'achalandage pré-pandémie. Donc, c'est sûr que s'il y a moins de gens qui prennent le transport en commun, il y a moins de revenus pour les sociétés de transport en commun. Donc, ça crée des déficits. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Donc, oui, on reprend graduellement une normale. Mais bon. Faut pas lâcher le morceau. Il y a l'industrie du tourisme, par contre, qui a repris son élan d'avant-pandémie. À la fin de l'été, est-ce qu'on peut affirmer que c'est la même chose pour la ville de Laval, pour le tourisme à Laval? Oui, bien, en effet, au niveau touristique, on s'est toujours démarqué par rapport au tourisme sportif. On a eu les Jeux du Québec cet été. On a eu différentes compétitions aussi qui se sont tenues sur notre territoire. On a le tourisme d'affaires également, qui a toujours été important à Laval, qui a repris. On a aussi investi dans un projet de recherche pour voir justement comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer l'industrie touristique d'affaires. Donc, ça regarde bien, ça regarde bien. Le 3 octobre dernier, on le sait, la CAQ a été reconduite au pouvoir majoritaire, à une majorité forte. Est-ce que vous avez des attentes envers le gouvernement? J'ai beaucoup d'attentes parce que Laval a plein de potentiel, parce qu'il y a plein de beaux projets chez nous et on va avoir besoin de l'aide du gouvernement du Québec. J'en nomme juste quelques-uns. Peut-être le premier qui me vient en tête, on souhaite créer un grand refuge faunique sur la rivière des Mille-Îles, entre Laval et la Rive-Nord.
Il en existe un aujourd'hui, il est tout petit, on veut l'agrandir. On a, dans les dernières années, acheté beaucoup de terrain, puis on s'en était parlé dans le passé. La trame verte et bleue, est-ce que Oui, bien, ça va s'intégrer à la trame verte et bleue. Donc, l'idée, c'est de dire on a une merveilleuse rivière des Mille-Îles avec plein d'îles, plein de berges, déboisées. Plus de la moitié des espèces animales présentes sur le territoire québécois s'y retrouvent. Donc, il y a vraiment une biodiversité incroyable, puis on est dans le milieu urbain. Donc, moi, j'espère qu'un jour, on va pouvoir aller se promener sur ces îles-là, qu'il y ait des circuits nautiques, qu'on puisse peut-être faire du camping, donc avoir vraiment un accès à la nature chez nous à Laval. Et pour ce faire, on souhaite créer un grand refuge et on a mis à la disposition plus de 500 hectares de terrain municipal qu'on a acheté dans les dernières années en vue de les protéger pour créer ce projet-là. Mais c'est le gouvernement du Québec qui, au final, doit l'adopter. Donc, on est en attente à ce niveau-là. Sinon, on a 3 projets de transport en commun. Prolonger la ligne orange du métro du côté ouest cette fois-ci. On veut aussi faire des services rapides par autobus sur nos principaux boulevards, Saint-Martin, Concorde-Notre-Dame, éventuellement sur d'autres boulevards comme des Laurentides, Curie-Labelle, Dagenais. Donc, on a besoin de l'aide du gouvernement du Québec à ce plan-là. Donc, sur plein de dossiers comme ça, là, on va vouloir collaborer. Et on avait déjà une belle collaboration avec le gouvernement de la CAQ ces dernières années, donc je souhaite que ça puisse continuer. Excellent. Il y a le député de la circonscription de Sainte-Rose, Christopher Skeet, qui a obtenu 3 importants portfolios, là, notamment responsable de la lutte contre le racisme. Ce genre de nouvelles, est-ce que vous croyez que ça va faire avancer les priorités de la ville de Laval? Oui, bien, j'ai envie de dire enfin. Enfin, on a un ministre à Laval. Donc, l'équipe de la CAQ s'est agrandie. Ils sont maintenant 4 députés à Laval. Il était seulement 1 dans le passé. Donc, c'est certain qu'il va y avoir plus d'élus qui font partie du gouvernement, qui sont des Lavallois, des Lavalloises, puis qui vont pouvoir mettre leur poing sur la table, puis parler au nom de Laval. C'est important pour moi. Je crois que ça doit être important pour nos citoyens, nos citoyennes. Donc, moi, j'en suis très heureux. Et là, on a Christopher Skeet, avec qui je m'entends très bien, qu'on a eu une très belle collaboration dans les années, qui devient ministre. Donc ça, c'est important parce qu'on sait que c'est à la table des ministres que beaucoup des décisions se prennent. En plus, il y a un nom de superstar, là, on dirait un nom de joueur de hockey, Christopher Skeet. Oui, donc c'est ça. Donc là, Christopher va être en charge de la lutte contre le racisme, va être aussi ministre adjoint à l'économie, donc va travailler de près avec M. Fitzgibbon, qui est rendu un super ministre au Québec. Donc, je crois que ça va nous aider à Laval de pouvoir tirer notre épingle du jeu, faire avancer nos priorités régionales. Puis là, j'ai un autre que j'ai envie de parler rapidement, là, parce que je sais que c'est important pour les gens, la santé. C'est pas du ressort municipal, mais il y a un grand projet à Laval d'agrandir la Cité de la santé pour offrir plus de lits, que ce soit pour les gens en maternité, les gens qui ont l'urgence, les opérations, les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, il faut que ces projets-là aillent de l'avant. Donc, moi, je suis content d'avoir plus d'élus Lavallois, Lavalloises qui siègent avec le premier ministre pour faire avancer nos projets. Je crois que ça va aider. Il y a également une députée pour la circonscription de Laval, Mme André Laforêt. Oui, bien, en fait, la ministre des Affaires municipales qui doit collaborer avec toutes les villes. Donc, elle reste en place. Donc, ça va aider aussi parce que des fois, quand il y a un changement de ministre, on doit recommencer à zéro. Toutes les discussions qu'on a eues sur des projets, on doit un petit peu reprendre du tout début. Donc là, d'avoir une certaine stabilité au niveau du ministère des Affaires municipales, ça, je pense que c'est bon. Comme ça, on ne perdra pas de temps. On va pouvoir continuer à aller de l'avant. En terminant, vous êtes allé, vers la fin du mois de septembre, vous êtes allé voir le chantier du nouveau complexe aquatique qui se construira à Laval. À quand l'ouverture de ce complexe? L'ouverture est prévue dans environ 1 an et demi. OK. Donc là, ça va bien. C'est en chantier depuis quelques mois. Le chantier avance bien. Donc, j'ai bien hâte de voir ça là, dans les prochains mois. Là, on rentre en période hivernale, mais dans les prochains mois, on devrait commencer à voir monter la structure. Il y a déjà une grue sur le site. Ils ont terminé de préparer le terrain, la fondation durant l'été. Là, on devrait bientôt voir la structure commencer à être montée. Donc, ça va prendre vie, ça va prendre forme. Je sais que c'est un projet qui est attendu par les Lavallois depuis longtemps. On manque de piscines à Laval. Ce complexe-là va avoir 3 piscines. Donc, autant pour les familles avec des jeunes enfants. C'est ça, il y a un bassin qui est familial. Donc, pour des jeunes enfants qui ne savent pas nager, il va y avoir de l'eau peu profonde avec des jeux, des glissades, etc. Il va y avoir sinon une piscine olympique avec plusieurs couloirs pour ceux qui font plus de la nage. Il va y avoir un bassin de plongeon qui pourra aussi être utilisé pour différentes raisons.
Donc, autant les familles qui souhaitent nager pour se divertir que les gens qui souhaitent se pratiquer à des niveaux plus de compétition vont pouvoir trouver dans le complexe aquatique une réponse à leurs besoins. Donc, ce projet-là là, va de l'avant après avoir pris un peu de retard dans les dernières années. Mais maintenant, là, ça va être chose du passé. Puis j'ai bien hâte d'ouvrir d'ici environ 1 an et demi le complexe. C'est sûr qu'on va commencer par ouvrir celui-là, mais est-ce que vous prévoyez construire d'autres infrastructures d'ici la fin de votre mandat? Oui, bien, on souhaite d'autres infrastructures, entre autres au niveau sportif. On a rénové beaucoup dans les dernières années nos patinoires. On a aussi investi pour rénover des piscines qui sont dans des écoles lavalloises pour se partager les infrastructures qui existent. Maintenant, on souhaite en construire des nouvelles. Donc, c'est sûr que c'est des projets souvent de la naissance de l'idée jusqu'à l'ouverture du complexe sportif ou du gymnase ou de la piscine. Ça prend quand même plusieurs années pour passer toutes les étapes, toutes les études, la construction. Oui. Mais c'est certain qu'on va mettre en chantier là, différents projets au courant du mandat. Puis il y a plusieurs imprévus là, qui rentrent dans tout ça. Là. On veut dire, il y a des priorités. On parlait tantôt de la sécurité, la main-d'œuvre, les entreprises, la relance économique. Donc, quand même, tous ces projets-là restent on the side, si on peut dire. Puis on va les amener à terme le mieux. C'est un jeu d'équilibre. Hein? Oui, donc, exact. il y a beaucoup de priorités. C'est dur de dire que quelque chose est moins urgent, moins important. Oui. Mais que ce soit au niveau du développement social, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la croissance économique, les sports, entre autres pour nos jeunes, c'est des chantiers qu'on veut mettre de l'avant, qu'on veut mettre en valeur, puis aller plus loin. Je vous dirais, moi, j'aime la vitesse. Donc, mon objectif, c'est que la Ville soit capable de rapidement mettre en œuvre nos priorités. Rapidement, mais bien fait. C'était déjà tout pour cette émission en direct du Bureau du maire. Merci d'avoir été à l'écoute. Mon nom est Carla Benvengo et je vous souhaite une belle fin de journée sur les ondes de Ma TV Laval.